Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Virage à l'Ouest, le podcast qui explore les trajectoires de vie et les tournants professionnels des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Je suis Paul Petitjean et cette semaine, je vais vous inviter à suivre votre instinct animal. Mon invité du jour a débuté son parcours en murmurant à l'oreille des chevaux, avant de s'orienter vers des postes de secrétariat, d'assistanat. Et puis très vite, elle a senti quelque chose gratter à la porte. Elle a donc suivi les traces de pattes, fait confiance à son flair, et elle est aujourd'hui comportementaliste canine. Elle aide les humains à comprendre les animaux, et les animaux à comprendre les humains. Mais vivre avec un chien dans un salon, c'est trop simple pour elle. Alors elle s'est lancée en 2022 dans un tour d'Europe à vélo. 8575 km et 9 mois, accompagnée d'un chien, d'un chat et d'un autre être humain. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast car elle nous révélera en exclusivité lequel de ces trois animaux était le plus difficile à apprivoiser. En attendant, accueillons ensemble Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Paul. Comment vas-tu ? Ça va super, merci. Bon, cette petite présentation, qu'est-ce que t'en penses ? Elle est excellente. Est-ce que j'ai bien présenté ? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu veux revenir peut-être ? C'était parfait. J'aurais pas mieux fait, merci. Pas de souci. Donc comportementaliste canine. C'est ça. À Angoulins. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste d'être comportementaliste canine ? Alors, dans mon quotidien, j'accompagne les personnes avec leurs animaux pour, effectivement, je leur prête un petit peu mes lunettes pour qu'ils puissent voir ce que moi je vois. J'essaye de leur faire ressentir les choses, d'observer, de comprendre, pas forcément d'interpréter. J'aimerais qu'ils prennent conscience, par mon accompagnement, de l'environnement qui les entoure et du avant, du pendant et du après la vie avec leur chien. Le but étant vraiment de les observer, de partager des choses avec eux et puis de kiffer surtout. C'est vraiment le plus important. Je disais comportementaliste canine, mais tu fais que du chien ou tu fais d'autres animaux aussi ? Non, alors j'accompagne aussi un petit peu les chats, mais la majorité de mes accompagnements c'est avec des chiens. C'est de l'éducation, de la rééducation canine surtout. Et puis aussi, j'accompagne les personnes en cynophobie, donc c'est-à-dire les personnes qui ont peur des chiens. Je leur apprends un petit peu à appréhender, à comprendre les chiens, à mieux appréhender leur environnement pour pouvoir mieux vivre leur quotidien parce que ils croisent quelques canidés dans les rues. Ok, intéressant, il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir revenir, mais avant de tout ça, je te propose qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Donc moi j'ai vu en travaillant ce podcast que tu as débuté dans le monde des chevaux, c'est ça, au tout départ ? Oui, c'est ça. T'es né dans cet environnement-là ? Non, pas du tout. En fait, mon papa est en Normandie, donc du coup, on va dire un peu la terre des chevaux. Ce qui est rigolo, c'est aussi que je m'appelle Lucie Philippe, c'est pour la parenthèse, mais Philippe, ça veut dire qui aime les chevaux aussi. D'accord. Donc voilà, c'était un peu ma destinée du début. Et lorsque, au collège, on m'a dit, il faut que tu choisisses ta voie, et en fait, c'est vraiment sérieux, il faut que tu prennes une décision maintenant. Ça me paraissait vraiment trop rapide de faire un choix de vie. Et lorsque j'ai fait mon petit tableau, j'avais envie d'être dehors, j'avais envie d'être au contact avec des gens, de partager des choses, mais surtout aussi d'être avec des animaux. Je montais déjà à cheval et j'aimais ça un petit peu, avoir des objectifs, et puis, mais des objectifs bienveillants, toujours trouver la façon d'atteindre ces objectifs-là, mais de la manière la plus douce possible, vraiment en collaboration. Ok. Et j'ai arrêté de travailler avec les chevaux au bout de plusieurs années parce qu'il y a, à mes yeux, une forme de maltraitance banalisée en fait, qui fait que pour moi, on ne collaborait pas avec les chevaux il y a 10 ans, en tout cas. On était plutôt sur un aspect hiérarchique qui ne me convenait pas du tout. Plus D'accord. du tout, en tout cas. Est-ce que tu saurais expliquer ce qui t'a attiré dans le travail avec les animaux, et peut-être ce qui t'attire encore d'ailleurs dans le travail avec les animaux ? Ce qui m'attire, je crois, c'est l'authenticité et vraiment la sincérité qu'on peut avoir dans le lien avec les animaux. Les animaux ne mentent pas. Tout est transparent, c'est vraiment facile en fait. On dit que l'éducation, je dis aux personnes que j'accompagne, l'éducation ou même la relation avec l'animal, c'est simple mais c'est pas facile.
Tout est dans la cohérence, dans l'observation et l'envie de bien faire. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a attirée et qui m'attire encore, qui fait que je suis aimantée par le contact avec les animaux. C'est parce que c'est apaisant pour moi d'être avec des animaux. Parce que tu penses que les humains y mentent ? Les humains, malheureusement, se mentent C'était aussi. une blague. Mais ça, effectivement. Mais oui, donc il y a une relation plus saine, quoi. Enfin, c'est un peu comme les enfants, non ? Du coup, ça se comporte un petit peu comme ça. C'est très naturel et ça va te dire directement ce que ça pense, quoi. Oui, exactement. Enfin, comme les enfants au début de leur vie, effectivement, parce qu'après ils s'adaptent très bien aussi, les pauvres. Mais effectivement, c'est un petit peu comme les enfants, plutôt, on va dire, naïfs dans l'instinct, un peu, voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est l'instinct, je pense, qui rend du coup les choses vraies. Compris. Donc tu débutes dans le monde. Alors tu fais quoi comme type de métier avec les chevaux au tout départ ? Avec les chevaux, j'étais, on va dire, j'entretenais les écuries, donc un peu le métier de palefrenier, mais j'étais aussi cavalière. Je pouvais encadrer des personnes à l'extérieur aussi, en balade. Voilà, et puis j'ai été groom, j'ai accompagné des cavaliers de haut niveau sur des compétitions. Mais à force, ça m'a vraiment fatiguée en fait le relationnel avec le vivant. Donc aussi bien la façon dont on traitait le cheval que l'on traitait les humains qui travaillaient avec les chevaux en fait. Toujours, je pense, dans cet aspect de hiérarchie qui pouvait m'embêter un petit peu. Okay. Cet aspect de dominance, on va dire, m'embêtait. Et donc, donc après cette expérience, tu es parti donc, sur des métiers plus classiques, comme je disais dans la présentation, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ça ? Oui, j'étais en BTS, du coup, sur une option vente d'animaux d'élevage et de compagnie, que j'ai commencé, et c'est là où je me suis dit, bon, les chevaux, il faut que je fasse une pause. Et je me suis orientée ensuite, du coup, sur un BTS plutôt management des unités commerciales, parce que j'ai eu envie d'apprendre comment fonctionnaient les humains, afin que si moi aussi j'encadre, on va dire, des humains, je puisse le faire correctement. Je ne pense pas que je l'aurais fait, mais j'avais absolument pas envie d'être maltraitante, on va dire, dans mon accompagnement avec des humains. Et du coup, j'ai passé mon BTS Management que j'ai obtenu, et je me suis orientée sur plutôt un métier, on va dire, polyvalent, qui me permettait d'avoir une carte de visite qui pouvait finalement un peu passer partout, parce que travailler en agriculture, ça me bloquait, ça me mettait un petit peu dans une case. Et du coup, j'ai été assistante technique et ensuite coordinatrice. Enfin, voilà, j'ai fait plusieurs métiers administratifs qui ont été très intéressants. Dans quel secteur d'activité tu faisais ça ? Assistante technique, c'était une entreprise privée dans les branchements électriques provisoires. Et oui, donc rien à voir, en fait c'était juste pour savoir, rien à voir avec le monde animal, c'était vraiment... J'ai vraiment fait une coupure totale en fait avec les animaux. Et toi qui étais très intéressé, attiré par le monde animal, ça te manquait pas du coup de prendre ce recul-là ? Si, ça me manquait, et du coup j'ai créé une association de canicross, donc de sport avec les chiens, qui m'a permis du coup d'accompagner plusieurs binômes, parce que j'ai en 1 an et demi, en plus période Covid, été la présidente à l'association qui avait le plus de nombre d'adhérents. J'ai été félicitée par la fédération d'ailleurs pour ça, et les personnes adoraient, étaient vraiment présentes régulièrement aux entraînements, motivées, et c'était super. Et j'aimais déjà beaucoup apprendre aux gens à pratiquer des choses fun en fait avec leurs chiens. Et puis, et ce que j'aimais par-dessus tout, je crois, c'est ceux qui arrivaient un peu pessimistes en disant « Ah non mais moi, je sais pas, j'arriverai pas aussi ». Et en fait, qui se rendaient compte que le chien avait un déclic et que le binôme fonctionnait super bien. Et voilà, c'était vraiment super. Ok, donc à côté, tu avais toujours cette activité, oui, tu t'as jamais vraiment lâché le truc, quoi. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, au partir d'un moment, tu as décidé de repartir vers le monde animal ? Eh bien, après quelques années
dans l'entreprise dans laquelle j'étais, je me sentais absolument pas à ma place. C'était trop, à mes yeux, trop strict et ça manquait de bienveillance. Et du coup, j'ai saturé, j'ai fait un burn-out, assez carabiné d'ailleurs, qui s'est en plus additionné à une rupture amoureuse. Et donc du coup, la vente aussi d'une maison. Et donc tout le chamboulement qui peut aller avec, parce que l'arrêt du travail, le couple qui se déchire au bout de 9 ans de relation, et la vente d'une maison, et tout ça du coup sans avoir le contrôle en fait de ce qui m'arrivait. Donc j'ai, on va dire, totalement vu ma vie quotidienne s'envoler d'un seul coup, vraiment sans avoir la main dessus. Et en fait, c'était un peu un mal pour un bien, parce que j'étais pas moi-même dans cette vie quotidienne. Donc c'était très difficile, j'en ai beaucoup souffert sur le premier mois, en tout cas, j'ai eu vachement mal au ventre. Mais finalement, c'était un petit peu merci, parce que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui n'était pas prévu, autour d'un verre de Pinot, évidemment. et puis au bout de quelques temps de rencontres, on va dire, et d'échanges, la personne qui est Alex, la personne avec qui je suis partie en voyage à vélo, du coup, me dit... moi, je m'en vais tout seul, en fait, en voyage. Donc dans 4 mois, j'ai vraiment pas l'intention de rencontrer quelqu'un, et dans 4 mois, je m'en vais, quoi. Donc je te préviens, on est en couple en intérim, quoi. Donc je me suis dit, c'est une nouvelle aventure aussi. Et puis quelques mois ont suffi pour que il me dise, Lucie, j'ai jamais demandé ça à personne, j'ai jamais proposé ça à personne, mais est-ce que tu veux venir avec moi en vélo en Norvège ? Et en fait, dans la foulée, je lui ai dit, ouais, ok. Et je me souviens vraiment de son regard, un peu prendre conscience de, non mais, tu réfléchis pas. Et je lui dis, non, en fait, c'est carrément, non, de toute façon, j'allais partir, et il faut que je m'enfuis pour survivre, là. Et donc, de toute façon, là, ici, faut que je fuis. À ce moment-là où il te demande de le suivre, t'avais plus d'attache, quoi, du coup, t'avais plus de job, t'avais plus... C'est ça. T'étais plus en couple et... C'est ça, j'avais plus que mon chien. C'était le bon moment. En fait, exactement, et c'était le bon moment. J'étais en train de me dire que de toute façon, une fois que toute la paperasse allait être terminée, eh bien, j'allais prendre un sac à dos et marcher, aller je ne sais où, mais m'enfuir, en fait, avec mon chien. Et du coup, là, on me propose une fuite différente avec un vélo. Je savais même pas que ça existait, le voyage à vélo, et puis je me suis dit, pourquoi pas, de toute façon, qu'est-ce que je peux y perdre ? Je peux que y gagner, de toute façon. On va passer un petit peu de temps sur ce voyage, parce que je pense que, alors on se connaît pas, mais je pense que ça a été un gros tournant dans ta vie, et même dans ta carrière, du coup, dans ta vie perso et pro. Oui, complètement. Ouais. Donc je pense que c'est important. Donc à ce moment-là, donc t'as plus d'attache, et puis on te propose ce voyage. Est-ce que la personne qui t'a proposé de la suivre avait lui aussi un animal à ce moment-là ? Non, il avait pas du tout d'animaux. Donc c'est toi qui as intégré les animaux dans le voyage ? Exactement. Okay. En fait, ce qui est hyper drôle en plus, c'est qu'il avait vraiment prévu de partir seul, et il se retrouve à me proposer, novice. Du coup, j'ai jamais voyagé, j'ai jamais dormi dehors en plus. Donc c'était vraiment nouveau pour moi. J'avais un chien. Ouais. Et on a adopté un chat entre-temps. C'était pas assez, quoi, d'avoir une novice, un chien. En plus, on a adopté un chat. Et lui, il était parti pour partir tout seul, en fait, c'est ça ? Oui, et il se retrouve à 4. Ok. À devoir nourrir des animaux et tout ça, quoi. Alors après, il était consentant, hein. Le pack Lucie, il l'a largement validé. Bien. Et le chat, c'est lui aussi qui m'a dit... Ah ouais, je comprends. Allez, vas-y, on a déjà un chien de 30 kilos, parce que c'est un type husky. Allez, pourquoi pas un chat, quoi. Ok. Alors, tu lui dis oui tout de suite, mais est-ce qu'il y a quand même des doutes, des questions qui se posent à ce moment-là ? Alors, je lui dis oui tout de suite, et la question qui me vient, c'est est-ce que mon chien est inclus dans le projet ? En fait, alors le chien, il est avec nous au moment où il m'en parle, mais il a quand même prévu de partir seul, donc est-ce qu'il a prévu Lucie et son chien, ou est-ce qu'il faut que je trouve une... Là, c'est la chose qui m'a inquiétée, parce que mon chien, c'est un petit peu mon ombre et mon meilleur ami, surtout. Et là, je me voyais difficilement pas faire quelque chose sans lui aussi. J'aurais adapté, mais là, c'est ma question. C'est est-ce que mon meilleur ami fait partie de l'aventure ?
Il a dit oui tout de suite? Il a dit évidemment. Ok. Et il me dit sinon je t'aurais pas proposé. C'était alors comment on prépare un voyage comme ça avec un animal, 2 animaux du coup enfin parce que c'était le premier voyage que tu faisais aussi long je suppose avec ton chien. Exactement, c'est mon premier voyage tout court, je dirais. Même j'ai jamais voyagé avant ça, jamais voyagé du coup à vélo. Enfin j'avais une vie très rangée. Comment ça se prépare pas, en fait, parce que peu de monde, voire personne, n'avait été à ce moment-là en voyage à vélo avec un chien, et encore moins avec un chat. Mmh. En tout cas, en 2022, on le voyait pas sur les réseaux sociaux, ni sur Internet, et c'était assez compliqué. Donc à Tatillon, j'ai trouvé un peu du matériel par-ci. Pour les remorques à chiens, c'était difficile parce que... pareil, sur les exemples sur les retours, on va dire, sur le matériel, c'était soit des chiens qui étaient plus petits, soit c'était sur des boucles qui étaient différentes, mais pas partir à l'inconnu sur une durée indéterminée, sur des revêtements indéterminés aussi, quoi. Ouais. Donc tout était neuf. Combien de temps entre le moment où il te propose ça et le moment où vous partez réellement ? Alors sur son petit coup de foudre, on va dire que ça c'était fin juin, début juillet. Ensuite il m'en a plus du tout reparlé. Okay. Et c'est moi en août ou en septembre qui lui ai dit au fait, tu m'en as parlé, je sais pas trop si c'est toujours d'actualité. Il m'a dit oui, après réflexion, c'est vrai que tu m'as fait un peu peur, mais oui, on y va. Donc là je me suis équipée et c'est fin février. Donc en fait c'est le 28 février 2022 que nous sommes partis. Alors que nous nous étions rencontrés en 2021. Donc oui, donc il y a quand même eu, entre le moment où il t'a proposé, il y a quand même eu 2-3 mois de préparation, quoi, c'est ça ? Ouais. En gros, de septembre à février, il a fallu s'équiper. Donc moi, je me trouve un vélo aussi, de voyage, parce que c'était un vélo, on va dire, assez particulier qu'il me fallait. Et je suis tombée vraiment sur une offre parfaite, le vélo de voyage, à 1 heure de chez moi, de ma taille, le prix parfait, enfin tout collé. Je me suis dit, c'est que des signes, c'est parfait. Après avoir connu une période où tout est parti d'un coup, là tout revenait... Exactement, tout s'alignait. Tout s'alignait, effectivement. C'était génial. Financièrement, il y a des gros... Enfin, il faut prévoir ou pas ? Je pose la question parce que peut-être qu'il y a des auditeurs ou des auditrices qui se posent la question de savoir s'ils peuvent le faire aussi. Alors... oui, il faut prévoir une enveloppe, effectivement. Moi, j'ai vendu ma maison, du coup, donc j'avais de l'argent de côté que j'ai utilisé comme bon me semblait, du coup, sur l'équipement et sur le voyage. Et en plus de ça, il a fallu prévoir pour le matériel, mais surtout les animaux. En cas de couac, il fallait toujours un retour, en plus, au cas où, donc avoir une enveloppe éventuelle de retour. On dépensait à peu près 20 € par jour. Pour tous les 4, tous les jours. Okay. Donc en gros, l'enveloppe sur 9 mois de voyage, sachant que nous avons pédalé quand même en Norvège, qui est le pays qui nous a coûté le plus cher en fait sur notre tour en Europe, on en a eu en gros pour 11 000 €, 9 mois à 4. Okay. En comptant tout, les nuits, la réparation de vélo, les ferries, les animaux. Le parcours, du coup, rapidement, donc France, Benelux, après Norvège, c'est ça ? Oui, France, nous sommes remontés effectivement en direction de la Belgique. Ensuite, nous sommes allés au Danemark, donc la Scandinavie. Danemark, en Norvège, on a traversé en Suède, on est redescendu par la Finlande. Ensuite, nous sommes redescendus par les pays baltes. On a un peu slalomé entre, on va dire, l'Autriche et la Hongrie, parce que en Autriche, il est interdit de bivouaquer, du coup on bivouaquait en Hongrie, mais des fois les journées on pédalait un peu en Autriche. Et puis ensuite, voilà, nous sommes redescendus par la Slovénie, c'était magnifique, l'Italie, et on a bouclé en novembre dans le Var. Alors, venons-en aux choses importantes. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce voyage à toi ? Que ce soit personnellement, enfin, ouais, sur ta réflexion par rapport à la vie en général, par rapport à ton activité professionnelle d'après, etc. C'était très intense. Personnellement, ça m'a bien secouée. C'est une chance que je me sois donné cette chance de rencontrer la Lucie que je sentais un peu en veille. C'est très souvent que je pouvais partir par exemple en balade ou m'évader en journée, et je me souviens
mon ancien entourage pouvait me dire que c'était pas normal et me juger quotidiennement dessus. Et c'était assez difficile parce que je me disais que j'étais un problème. Alors que là, du coup, c'était complètement ok et je pouvais respirer à plein poumon. Donc c'était c'était plutôt génial quand même comme sensation. La vie, elle est assez lente, mais rapide. Et on croise des personnes qui, lorsqu'elles nous parlent, c'est spontané et c'est sincère. Donc ça rapporte un petit peu beaucoup de positif avec la relation quand même à l'humain. Les gens ne sont pas méchants. Les gens ne veulent pas forcément du mal. Tout le monde apprécie recevoir un sourire et un regard sincère. Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Ça a pu développer un peu plus ma conscience et ma sensibilité à l'environnement. Et du coup, voilà, ça c'était quand même très riche et très intense. Au niveau perso, je pense que comme nous sommes sur la selle, en fait, on refait notre vie, on va dire 50 fois par jour. Et donc, du coup, automatiquement, il y a des choses, il y a des chapitres que j'ai pu fermer beaucoup plus rapidement que si j'avais été dans une vie normée, on va dire. Parce que là, j'avais le temps, j'avais que ça, de cogiter, en fait. Et du coup, j'ai vachement avancé sur les pardons que je pouvais avoir à faire, on va dire, et puis sur moi, le fait de me dire que je pouvais me sentir légitime à faire des choses, et du coup légitime à accompagner des personnes avec leurs chiens, à proposer ce service de manière officielle. Parce que je le méritais, et parce que ces personnes le méritent aussi. Tu t'es quelque part... alors ça va paraître très... cucu de dire ça, mais tu t'es retrouvé toi-même, quoi, c'est ça. Enfin, même pas te retrouver, tu t'as appris à te connaître toi-même. Je me suis trouvée, oui, complètement. J'ai pu... je comprends le fait que tu dises que ça fait très cucu, parce qu'en plus, sur les réseaux sociaux, sur le voyage, tout le monde écrit un peu ça, on s'est retrouvés, ou qu'on apprend à se connaître. Mais je pense que c'est vraiment ça, le fait de refaire sa vie à plusieurs reprises, et de revoir les scénarios, ça permet aussi des fois de poser un petit peu ces lunettes qui peuvent être un peu rayées ou un peu brouillées et de se dire oh waouh, si je change de vision un petit peu ou si je les nettoie, comment un peu comme le 6 et le 9 quoi, suivant là où on se positionne, on le voit pas pareil mais tout le monde a raison. Prendre en compte que la vérité, chacun a sa vérité aussi. Et du coup, ça apaise vachement sur beaucoup de choses. Oui, parce qu'en fait, on est chacun d'entre nous, on est tous dans on a nos cercles, on vit dans nos réalités à nous, quoi, quelque part. Et là, partir longtemps et loin, ça fait qu'on s'ouvre à d'autres réalités et on se rend compte que il y a aussi d'autres choses qui existent et c'est ça. Exactement. En plus, c'était assez flagrant parce que par exemple, lorsque nous avons pédalé du coup en Scandinavie et notamment en Norvège où on croisait plus de Tesla qu'on peut croiser ici de Twingo. Maintenant il n'y en a plus beaucoup des Twingo, l'exemple n'est plus très bon, mais bon voilà. Mais comment dire, et que je traverse et en quelques mois à peine, on arrive en Estonie. En Lettonie ou en Lituanie et que je me souviens encore de choses vraiment marquantes pour moi. Nous pédalions surtout en campagne, on ne suivait pas d'itinéraire, on va dire d'autoroute cyclable et j'ai pu voir des enfants par exemple jouer en campagne et traverser la route, c'était super mignon parce que y en a un qui avait une peluche et qui avait accroché une ficelle autour du cou de la peluche, donc je pense qu'il promenait son chien un petit peu. Et puis il y en a un autre derrière qui n'avait pas de peluche, mais du coup il a accroché un sac en plastique. Ah oui, d'accord. Et il faisait la même chose. Et il s'amusait, c'était vraiment hyper touchant de voir déjà que nous étions encore en Europe. Et que ça n'avait rien à voir, et de voir que c'est de la simplicité en fait à partir du moment où on a de l'imagination et puis voilà, et qu'on a envie de s'amuser, on peut s'amuser même avec un sac en plastique au bout d'une ficelle. Donc ça c'était beau. Ouais. Et ça aide à relativiser le matérialisme qu'on peut avoir chez nous, quoi. Ouais. Exactement. Et avec le chien et le chat, du coup, est-ce que ça a renforcé encore plus ton attrait pour le monde animal ? Est-ce que tu t'as découvert des nouvelles choses de ce point de vue-là ?
J'ai découvert surtout le fait qu'un chat n'était pas territorial. Enfin, contrairement à ce qu'on peut entendre, je veux dire, sur le fait, c'est pas qu'il est pas territorial, mais c'est le fait que ah mais mon chat il s'en fiche de moi, ou alors mon chat de toute façon il est égoïste, ou je peux pas le bouger de chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un chat ça peut être incroyable. Moi j'ai adopté le chat par exemple parce que j'avais cette image du chat qui était un peu désagréable, qui vient juste pour réclamer des croquettes, quoi. Et puis, quand je vois le mien qui était autour de la tente, qui était heureux à chaque fois qu'on s'arrêtait à un bivouac, ou quand je l'appelais en lui disant « Allez, on y va !» Il montait spontanément dans son panier. Ça se voyait qu'il kiffait. Enfin, il dormait sur mon duvet. Bon, il me faisait mal aux jambes. Après une journée de vélo, c'était pas hyper confortable. Mais c'était beau, quoi, d'être là tous les quatre. Le chien, il courait... à peu près 20 km par jour tous les jours. Ça dépendait de l'environnement, de la météo, de plein de choses. Mais voilà, la plupart du temps, et on s'adaptait à son rythme un peu de croisière, qu'on a pu observer, qu'on a pu comprendre, parce que, limite, je lui ai posé la question, en fait. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je pouvais voir quel était son rythme d'endurance. Et lorsque je lui demandais « Ça va, Malo ?» je le voyais à son regard que là c'est super, il est à fond, enfin il est heureux et ça roule, on peut encore faire 10 km comme ça, ou alors là faut peut-être qu'on fasse une petite pause et qu'il aille en remorque. Et du coup ça crée vraiment un lien très intense avec nos animaux, où finalement quand on dit que les animaux il leur manque seulement la parole, je suis pas d'accord, parce qu'en les observant en fait ils en ont pas besoin de la parole. On peut clairement pas discuter, mais voilà, échanger et se comprendre. C'est pour ça que tu en as fait ton activité aujourd'hui, du coup. Exactement. Parce que tu arrives à les comprendre. Exactement. Alors justement, venons-en à ça. Alors, donc, le retour en France. Oui. On revient plus la même personne, je suppose, après 9 mois comme ça. Tu reviens en France, qu'est-ce que tu te dis ? Alors quand je reviens en France, déjà, j'ai envie de voir tout le monde, parce que, toutes les personnes que j'avais dans mon entourage, parce qu'elles m'ont manqué. Même si je suis en voyage à vélo, et si je suis à plusieurs milliers de kilomètres, ces personnes, je les ai dans le cœur, et donc du coup, j'ai envie de leur raconter plein de choses, et j'ai envie qu'elles me racontent aussi plein de choses. Le premier élément marquant, c'est que je me retrouve seule. Oui. Alors non, nous sommes toujours 4 les cyclopathes, quoi. Mais nous sommes entourés... Voilà, le plus gros soutien que nous avons, c'est finalement la communauté que nous avons sur les réseaux sociaux, qui prend de nos nouvelles, qui nous soutient, parce qu'en fait, l'entourage que nous avions avant n'existe pratiquement plus. Et c'est un choc, ça fait bizarre, parce que on s'y attend pas. Et sur les réseaux sociaux, en plus, on peut voir, c'est vraiment tabou les réseaux sociaux, parce que c'est compliqué quand même, hein. Ça peut faire beaucoup de mal, parce qu'on voit beaucoup d'arrivées de voyages où tout le monde les attend, il y a tout le village avec des banderoles. Et moi, je m'attendais pas non plus à une arrivée comme ça, avec... j'attendais pas que TF1 ou France 3 m'accueillent, mais je m'attendais à un peu plus d'engouement quand même à mon retour, et pas du tout. Et la chose qui a été la plus marquante, c'est le fait que tout était pareil. Moi, je me souviens arriver chez ma belle-mère et de lui dire « Mais alors, quoi de beau et tout, enfin, racontez-nous, 9 mois qu'on s'est pas vus, quoi !» Et qu'elle avait changé la lumière de la cuisine. Et c'est tout. Et après, ils nous ont dit rien, la routine, quoi. Et j'ai trouvé ça super violent. C'était vraiment difficile parce que... J'avais pas envie en fait d'être une personne un peu hautaine en disant c'est tout, t'as juste changé la lumière. Et parce que tu dois avoir plein de choses, t'as ressenti plein de choses en 9 mois, qu'est-ce qu'il s'est passé des trucs chez toi, non ? Enfin en toi je veux dire. Et là du coup ça a été un premier élément marquant. Ensuite, j'avais un meilleur ami, pareil, où je lui dis « alors, quand est-ce qu'on se revoit et tout tu m'as vraiment manqué. » Et puis il me dit « Mais on n'a plus rien à se raconter. » Il me dit « T'es là ce soir à l'apéro ?»« Non. » Ben voilà. T'as été vivre ta best life, qu'est-ce que tu veux qu'on se raconte ? Et c'était dur parce que ça m'a vraiment brisé le cœur. Parce que lorsque je suis partie, je suis pas partie, j'ai pas abandonné les personnes. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont sentis abandonnés quand même. T'as perdu des gens parce que... Oui. J'en ai perdu, on va dire beaucoup quand même. Ouais. Beaucoup, ça a changé.
Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu regrettes pas quand même d'avoir fait ce voyage Non, je regrette absolument pas d'avoir fait ce voyage. Et si c'était à refaire, je le referais presque pareil. Presque parce que je prendrais des vacances. Pendant le voyage ? Pendant le voyage, parce que le voyage n'est pas des vacances. Contrairement à ce qu'on peut penser, du coup, c'est une vie avec une routine. Et du coup, je prendrais un peu plus de jours off pour digérer les choses que je vois. C'est intense. En une journée, il peut se passer tellement de choses qu'il faut réussir à digérer tout ce qu'on voit et un peu baisser cette jauge parce que du coup, elle est au max et du coup, je prends plus trop plaisir. Enfin, moins plaisir, j'accueille moins les choses parce que ma jauge elle est pleine et que j'ai pas le temps de la digérer. Donc je pense que je ferai la même chose avec 1 ou 2 semaines vraiment off pour me laisser la possibilité de souffler et après repartir pour découvrir de nouvelles choses. J'ai été faire un petit tour sur ton site internet du coup, enfin sur un de tes sites internet parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais tu as 2 activités au final aujourd'hui. Oui. En plus tout à l'heure je parlais de comportementaliste canine, mais du coup avec ce voyage tu fais aussi des conférences sur comment voyager avec ces animaux, c'est ça ? Oui, c'est ça, voyager avec les animaux et du coup j'explique notre voyage, je raconte un petit peu, ça peut peut-être planter des petites graines chez certaines personnes et leur donner envie de partir. Et effectivement, j'aborde un peu le côté matériel et comportemental du coup des animaux et surtout l'adaptation. Ma question c'était donc tu disais sur ton site donc cyclopathe, qui est l'activité où tu donnes des conférences, que tu disais qu'en rentrant, on t'avait beaucoup dit bienvenue dans la vraie vie. Oui. Et que ça t'avait marqué aussi. Ah oui, ça paraissait même très ironique de la part de plusieurs personnes. Ces personnes, c'était encore une fois surtout des personnes de l'entourage qui pouvaient avoir ce côté ironique, mais effectivement, à plusieurs reprises, on nous a dit allez, bienvenue dans la... Ouais, bon retour dans la vraie vie. Ouais, bon retour dans la vraie vie. Ouais. Et là, c'était très agaçant parce que c'était la vraie vie, là où j'étais pas, c'était pas une parenthèse. Le voyage, t'avais l'impression que c'était ça la vraie vie, quoi. C'était la mienne, en tout cas, sur le moment présent, oui. Alors, du coup, c'est intéressant, parce que du coup, donc, tu es revenu, tu t'es dit, mais non, mais en fait, la vraie vie, c'est pas du tout la vie que j'avais avant, entre guillemets, de faire des jobs qui me plaisent pas forcément. Est-ce que du coup, c'est ça qui a été le déclic pour te dire, peut-être que je vais en faire mon activité, du coup, de ce truc-là ? Oui, en fait, c'est que c'est vrai qu'il y avait cette vie un peu normée, que moi je me souviens, on m'avait dit, mais si, le CDI, il faut que tu le signes, alors qu'il y avait eu tellement de red flags sur ce patron, en plus, dès le début, ça se voyait que ça allait pas, bon, bref. Et on m'avait dit, si, il faut le CDI, il faut acheter la maison, il faut tout ça, et parce que ça, c'est la vraie vie. Et effectivement, quand je suis partie en voyage et j'ai vécu du coup ce voyage et cette vie qui m'a vraiment animée, où j'ai senti un peu cette flamme en moi s'épanouir pleinement, quand je suis revenue, ce qui m'a fait bizarre, c'est que la petite boîte, en fait, elle m'attendait sagement. C'est ce que j'ai écrit du coup dans un de mes articles de mon retour. J'ai l'impression un peu que cette boîte, elle est restée sur la plage à m'attendre tranquillement, et quand je suis revenue à La Rochelle, ça avait la même odeur et la même douleur que ça avait en fait avant de partir 9 mois à vélo. Je sais pas, la fuite n'a pas... comment dire, guéri. N'a pas guéri, j'ai pas enterré quoi que ce soit. C'est un petit peu comme si j'avais simplement jeté une boîte qui flottait à la mer, et puis les vagues l'ont juste laissé m'attendre sagement que je revienne pour en fait la soigner, parce qu'il fallait qu'à un moment je me confronte et que je me concentre sur ces choses à guérir en fait. Et du coup, effectivement, je me suis dit, alors ça c'est non, ça ne me convient pas. J'avais déjà une sensibilité et un relationnel avec les animaux et avec les humains qui me plaît vraiment et qui m'anime. Eh bien, je vais me lancer un peu pour de vrai dans cette nouvelle aventure parce qu'il faut que je m'occupe, sinon... Tu t'es lancée tout de suite après être revenue ? Oui, tout de suite après, j'ai créé mon entreprise parce que je me suis dit, c'est parti sur la lancée de la... Pas de formation, pas de tout ça ? J'ai suivi des formations, je continue de me former, j'étais encore en conférence cette semaine. Enfin voilà, c'est important de toujours être en tout cas à jour. Après, encore une fois, la vérité de chacun,
c'est la nôtre. Il doit y avoir un côté très ressenti aussi dans ce que tu fais, non? Enfin, je suppose que la formation, ça reste de la théorie. Après, quand tu as l'animal devant toi, il reste quand même beaucoup de ressenti, je suppose. Exactement. Je pense que on peut apprendre parfaitement la théorie si on le ressent pas vibrer. Si ça vibre pas, c'est pas vraiment pour nous. On peut être un très bon commercial et puis et voilà, très bien comprendre la théorie, mais il y a quelque chose qui s'explique pas. Donc tu rentres, tu te lances directement dans la société. Quelles sont les premières choses que tu fais pour créer ton activité, pour te faire connaître? Lorsque je rentre, j'avais pas de domicile fixe encore. Donc déjà, j'ai commencé à créer l'entreprise. Pour moi, il me fallait un nom qui me ressemble. C'était quand même déjà quelque chose de très important. Du coup, l'entreprise s'appelle Positive Life. Ça peut peut-être faire cucu, ça aussi. Mais en fait, parce que pour moi, le plus important, c'est vraiment de trouver de vivre en harmonie avec son animal et d'avoir sa vie parfaite avec son animal. Donc, ce que je fais quand je rentre, je commence à créer les réseaux sociaux de cette entreprise. Je commence tranquillement à poster sur des groupes Facebook et puis je me promène en fait avec mon chien simplement. Et déjà, étant donné que mon chien est un cliché de préjugés, eh bien beaucoup de personnes me parlent et je peux en fait leur dire je suis pas tout à fait d'accord parce que et vous voyez que, et là du coup ça peut encore une fois mettre des petites graines chez certains, parce que le husky, on me dit toujours que soit c'est un tueur de moutons ou c'est un chien fugueur, que c'est un husky ton chien? Ouais, que c'est têtu et qu'on peut rien en faire. Et puis quand je leur dis oui, mais vous voyez là par exemple vous me dites ça, mais il est fugueur, mais il est en liberté à côté de nous, ou j'ai fait un voyage à vélo de 9 mois et mon chien était à 80% en liberté et il est là quoi. Et du coup ça c'est quand même une sacrée carte de visite. Malo est une belle carte de visite. Oui. Alors, juste une petite précision, parce que tu parlais du nom de ta société, Positive Life. Pour ceux et celles qui veulent rechercher, c'est pas Positive PO, c'est PAW. Oui. Comme Pao, c'est la patte en anglais, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc tu crées. Alors, tu crées sans avoir de domicile, du coup? Sans avoir de domiciliation fixe, je crée en fait un petit peu les réseaux pour un peu y aller à tatillon, me former. Okay. Ensuite, on a habité pendant une petite année dans les Pyrénées-Orientales et du coup, j'étais à mi-temps. J'avais trouvé pareil un contrat en administratif, donc j'étais coordinatrice de planning. Là aussi, c'était super. Tout de même, parce que depuis mon retour de voyage, je pense que ma façon d'être, peut-être, mes vibrations, peut-être, je sais pas, sont vraiment différentes et les personnes que je rencontre, en tout cas dans mon côté professionnel, sont des personnes bienveillantes. En tout cas, toutes celles qui sont au-dessus de moi hiérarchiquement m'ont apporté beaucoup de choses positives. Et du coup, je sens une vraie différence depuis mon retour du voyage par tout ça. Je dirais pas que tout est positif, mais peut-être que mes lunettes sont plus propres, ou alors je les ai changées. Oui, mais, et puis peut-être que tu vois un petit peu moins le négatif, je sais pas. Je vois peut-être un peu moins le négatif, et aussi le voyage m'a appris que quand c'est inconfortable, on s'en va. Lorsque nous sommes à vélo, on a toujours la possibilité de bouger, on n'est pas fixe. Et du coup, on pouvait rester le temps qu'on voulait à un endroit, et dès qu'on sentait que ça collait plus, et bien hop, on clipsait nos bagages sur notre porte-vélo, et puis on reroulait, et c'était ok, et on allait voir ailleurs en fait. Et du coup, en rentrant, ça peut paraître un petit peu difficile, parce que on peut pas toujours fuir, entre guillemets. Il y a des choses où il faut les tolérer, plus ou moins longtemps. Il y a des contraintes qu'on peut choisir. Voilà. Et du coup, maintenant, je pense que j'apprends à choisir mes contraintes, et c'est beaucoup moins violent pour moi, et ça colle beaucoup plus avec la Lucie que j'ai envie d'être, en fait. Tu sais dire non maintenant, c'est ça? Je sais un peu plus dire non. Ouais. Alors qu'avant, tu le faisais pas du tout, quoi. Non, avant, je subissais totalement. Ouais. Et pourtant, on pouvait avoir l'impression que j'étais un peu que je pouvais mordre, on va dire, assez rapidement, alors que pas du tout. Donc du coup,
C'est voilà, on pouvait me dire, ah mais toi, t'es hyper caractériel, t'as vachement confiance en toi et tout. Et j'étais un peu, non, pas du tout, au contraire, si tu demandes à mon patron, il le sait très très bien. Alors que là, c'est différent. J'ai peut-être beaucoup moins... je donne beaucoup moins cette image de la personne qui peut mordre, mais je m'en vais. Ou je dis stop. Alors, si on revient un petit peu sur le côté comportementaliste canine, comment est-ce qu'on... Tu parlais tout à l'heure d'éducation et de rééducation. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que c'est la rééducation ? C'est-à-dire, c'est des animaux qui ont été mal éduqués ou... C'est des animaux qui ont des troubles. Mal éduqués, c'est pas forcément le cas. Enfin, je trouve ça un peu violent de dire mal éduqué. En fait, l'éducation, c'est un chien qui part de zéro. On part d'une feuille blanche et du coup, on écrit le plus proprement possible pour ne pas faire de rature. La rééducation, il faut gommer. Il faut un petit peu gommer, donc il faut déconstruire, il faut déconditionner et réapprendre, un peu réécrire avec une belle orthographe pour lui montrer que c'est lisible et que c'est beau. En gros, voilà, qu'on peut prendre plaisir et réapprendre aussi à l'humain qui est à côté du chien de faire confiance et j'en reviens au fait où je leur prête mes lunettes en leur disant alors oui, t'as l'impression que la dominance c'est important, qu'il faut que tu sois le mâle alpha. Spoil, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de dominance interespèce déjà, donc à partir du moment où on a cette image-là, bah, malheureusement, on a des lunettes un peu sales. Pour rester un peu sur ces lunettes, c'est un peu biaisé, en fait. Et du coup, j'essaie vraiment d'apprendre cette collaboration. Et peu importe l'âge, peu importe la race. J'ai autant des chiens en rééducation qui ont 4 ans, qui ont vu 5 éducateurs avant moi. Et moi, au bout de 4 séances, le binôme respire de nouveau plein poumon. Comme je peux avoir des chiens qui ont 12 ans et qui sortent d'SPA. Pour en parler un petit peu aux futurs potentiels auditeurs, auditrices qui peuvent te demander, c'est de l'éducation pas à la dure du coup, je suppose que c'est beaucoup basé sur l'écoute, l'écoute, l'observation de l'animal et on s'adapte quoi. Exactement, en fait il y a une éducation, si on doit mettre des cases, il y a une éducation qui est dite coercitive. Cette éducation c'est dans la peur et la douleur, qui d'ailleurs depuis cette semaine est interdite. Vous savez, il y a un arrêté ministériel, c'est interdit d'utiliser des choses qui peuvent faire souffrir le chien physiquement ou mentalement. Alléluia, on va dire, c'est normal, mais bon, bah voilà. Mais on s'en rend pas compte parce que ça aussi, c'est quand même vachement banalisé. Déjà, entre humains, on a un peu de mal avec ça, donc avec des animaux, ça peut être difficile le respect et le consentement. Ça peut être compliqué de le mettre en place avec un animal et ma façon du coup c'est vraiment la collaboration, c'est pas forcément la croquette parce que ça aussi on peut se dire ah ouais mais l'éducation positive c'est donner de la croquette tout le temps à ton chien et en fait si t'as plus de croquette ou de knacky dans la poche il t'obéit plus. Mais non justement parce que la collaboration c'est pas la croquette, je suis pas un buffet à volonté pour mon chien. C'est d'avoir un lien qui est sain, qui est motivant pour mon chien et qui du coup lui donne envie de collaborer avec moi parce que c'est fun en fait. Tout ce que je te propose, c'est fun. Et nous avons un lien sécurisant et donc du coup si je te dis non je t'assure qu'il faut faire demi-tour parce qu'il y a une route, bah tu fais demi-tour et tu te poses pas de questions parce que je t'ai rappelé au pied et je te mets en sécurité. J'ai une question importante. Toi qui es avec les animaux, qui a été avec les animaux avant ce fameux voyage et après, est-ce que tu as l'impression que les animaux le ressentent, que tu es mieux dans tes baskets aujourd'hui et que tu es plus libéré avec eux, on va dire ? C'est difficile à dire parce que je travaillais pas forcément en éducation canine. J'accompagnais effectivement des binômes, on va dire homme-chien, mais pas sur les mêmes aspects. Je dirais que je me suis améliorée dans ma finesse, dans ma façon de voir les choses et surtout ma façon d'accompagner l'humain. Il m'est arrivé d'avoir une cliente mais il n'y a pas longtemps, qui est d'ailleurs psychothérapeute et qui m'a demandé si j'avais fait des études en psychologie. Elle pensait que j'avais fait une fac psycho du coup. C'est pas le cas.
parce que dans ma façon en fait de respecter, de m'adapter à l'humain, elle trouve ça hyper bien placé et hyper cohérent. Et ça, je pense par contre que c'est vraiment le voyage qui m'a appris ça. Comme j'ai passé 8 mois sur 9 à être dans des pays étrangers, et que j'ai passé plus de 2 mois et demi dans des pays où on ne pouvait même pas parler anglais. Et du coup, cette observation et ce regard, ce ressenti que j'ai du coup développé dans les pays étrangers m'aide, je pense, clairement à du coup ressentir et voir les humains avec qui je travaille sans qu'ils parlent. Ok, bon bah écoute, très bien. En tout cas, ça se sent que tu es passionné par ce que tu fais. Hein. Mais en plus, tu expliques super bien et c'est super intéressant de t'écouter. Merci. Donc je bois tes paroles. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Oui, donc ce voyage, ça aurait été le vrai déclic de ta carrière. Ah oui. Alors tu arrives à vivre de ton activité ? Alors là, ça fait 2 mois que je ne suis plus du tout salariée. D'accord. Donc là, ça fait 2 mois et demi même que je suis à 100% consacrée au développement de Positive Life et de Cyclopathe. C'est pour ça que j'ai ce temps pour venir te voir ce matin. Oui. Et ça fonctionne plutôt bien, oui. Ok. Encore une fois, je pense que c'est une question de bonnes ondes. Ouais. À croire qu'ils m'attendaient. Mais je trouve ça génial. Mais trop bien, je suis content pour toi. Merci. Qu'est-ce que... Alors, les personnes qui nous écoutent vont peut-être pas avoir le temps ni l'envie forcément de faire un grand voyage pour se retrouver, etc. à vélo. C'est difficile, hein, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, etc. Oui. Est-ce que tu aurais des conseils, toi, à donner aux gens qui sont pas dans une très bonne situation, qui se posent des questions ? Alors déjà, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un voyage de 9 mois pour faire un truc de dingue. Voilà, ce qu'il faut aussi ce que je tiens à dire aussi, c'est que, encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on nous montre, parce qu'on nous montre ce qu'on a envie. La vraie vie, encore une fois, c'est pas ce qu'il y a derrière les écrans, c'est ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Et ce que je peux conseiller aux personnes qui peuvent se sentir en difficulté, si elles ont envie de faire du vélo, eh bien qu'elles aillent faire du vélo, même si c'est un week-end, parce que déjà c'est super. Prendre le temps, en fait, déjà c'est génial. Donc ce serait vraiment ça, un moment où on se dit, hein, est-ce qu'on privilégierait pas un peu notre vie, qui est quand même un contrat à durée limitée et déterminée, et que le mal au ventre que j'ai quand je vais embaucher lundi matin, faudrait peut-être que je le réévalue parce que ça vaut peut-être pas le coup. Alors je dis pas qu'il faut poser sa dème dès lundi, mais faut en tout cas effectivement réfléchir parce que ce qui m'aide aussi, c'est j'ai un papy qui est parti il y a pas longtemps, mais à qui je pense, en plus je pensais déjà très souvent avant, mais tout autant maintenant. Mon papy était beaucoup dans le regret, à dire il faut faire les choses, surtout vivez, parce que tous les jours et à chaque fois que je l'avais au téléphone, il me parlait de ce qu'il n'avait pas fait. Alors, c'est pas forcément, encore une fois, faire des choses extraordinaires, incroyables qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux pour faire un peu du buzz et où on va recevoir plein de likes et plein de repartages. Ça, c'est pas notre vraie vie. C'est la vie qu'on voit et qui fonctionne sur l'algorithme. Je pense, c'est vraiment ce que j'ai dit. Le plus important pour moi, c'est à un moment de souffler et de prendre le temps de prendre le temps. Ouais. Bon, écoute, Lucie, je pense qu'on a fait le tour, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter, peut-être par rapport à tout ça ? Je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Moi, je pourrais en parler pendant encore de longues heures. Oui, moi aussi, mais je pense que les auditeurs, auditrices ne nous suivraient pas sur un podcast de 3 heures. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Lucie, du coup ? Sur Internet, par exemple ? Sur le web ? Sur le web. On peut me retrouver sur des sites internet, donc par exemple Cyclopathe, ça s'écrit SYKLOPA2TES, il faut faire très attention, parce que l'écriture est particulière. Ouais. Donc j'ai un blog cyclopathe.fr, mais je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, c'est lié, donc c'est le même contenu qui est sur l'un et sur l'autre, sur lequel je partage régulièrement nos petites vadrouilles, petites et moyennes. Et aussi, concernant le comportement canin, on peut me retrouver sur Instagram et Facebook. Pareil, les comptes sont liés, le contenu est le même. Sous quel nom ?
Positive Life. Donc P-A-W, comme on disait tout à l'heure. P-A-W-S-I-T-I-V-E, Life, L-I-F-E.LP, Lucie Philippe. Et pour les Rochelais et les Rochelaises, tu donnes des conférences, et même, alors peut-être pas qu'à La Rochelle d'ailleurs, mais tu donnes des conférences du coup sur ton voyage. Oui, je commence à développer effectivement les conférences autour de mon voyage. J'en ai une première du coup ouverte au public le samedi 5 juillet. Ouais, alors je sais pas quand sortira cet épisode, mais ce sera certainement passé. Hein. Je vais pas faire du montage pour publier demain. Non. Mais je compte en tout cas en faire effectivement plusieurs interventions dans des lieux divers et variés. Mais je ne suis fermée à rien du tout. Je suis ouverte à, on va dire, toute proposition, aussi bien pour l'accompagnement canin, où tout est à voir, à évaluer, que pour les conférences. Super. Merci beaucoup de t'être rendu disponible et de nous avoir confié un petit peu ton parcours. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Alors merci aussi encore une fois à l'espace de coworking Working Share qui nous accueille pour l'enregistrement. Alors je sais pas quelle va être la qualité de l'enregistrement parce qu'il y a eu beaucoup de portes qui ont claqué pendant l'enregistrement. J'espère que ça s'entendra pas trop. N'hésitez pas à aller suivre Lucie sur les différents réseaux qu'elle vient de citer. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode.